j'ai réglé le problème. OK, donc ça s'enregistre. J'ai compris. OK, ben, donc je vais vous parler, comme Manon disait aujourd'hui, un peu du programme de prévention BERA, de son implantation et en particulier des défis liés à l'implantation, mais en grande partie des données préliminaires sur l'efficacité des messages préventifs à l'université depuis 2019. S'il y en a d'entre vous qui avaient assisté au colloque à l'ACFAS au printemps dernier, j'avais présenté, il y a des résultats que j'avais présentés là que je vais reprendre aujourd'hui, mais je vais aller un peu plus loin. Là, donc, à ce moment-là, j'avais dit qu'il faudrait qu'on aille plus loin, puis ben, c'est là que je suis rendue. Donc, je vais quand même présenter plus de données, mais je vais revenir quand même sur ces données-là au cas où certains n'étaient pas présents. Donc, soyez pas surpris si vous voyez des choses que vous avez déjà vues, mais soyez sans crainte, il y en aura un petit peu plus aujourd'hui quand même. Donc, tout d'abord, peut-être juste vous présenter, ben, je ne les présenterai pas tous par nom, mais vous voyez à l'écran les photos des membres de l'équipe. Ce sont toutes en fait les co-chercheuses et un co-chercheur qui ont collaboré à une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada avec moi et des étudiantes qui travaillent dans mon laboratoire là, sur le programme, sur le projet d'implantation de BERA. Donc, je les remercie évidemment tout le monde de leur collaboration, de leur soutien là, tout au long du projet, puis de leur collaboration future aussi. Un petit contexte peut-être par rapport à BERA et à ce projet d'implantation pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Donc, ça fait partie, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des données d'extrait d'une étude plus large dont le nom est Pré-implantation et implantation d'un programme de prévention de l'agression sexuelle pour les étudiantes en milieu universitaire. Et les sous-questions étaient: les milieux sont-ils prêts et le programme est-il efficace lorsque plusieurs facteurs de risque sont présents? Un long titre, là, dans le fond, parce qu'on avait beaucoup d'objectifs, qu'on a tout mis ou presque dans le titre. Pour le programme BERA aussi, si vous ne le connaissez pas, je n'en parlerai pas en détail tellement, là, parce qu'il y a déjà Charlène Sen, ma collègue, qui a développé ce programme-là à l'Université de Windsor, qui a présenté dans une des conférences de la chaire il n'y a pas très longtemps. Mais juste pour vous remettre en contexte, là, en anglais, on l'appelle le programme EAA ou Flip the Script. On n'a pas réussi à trouver une super belle traduction francophone encore. Là, quand on rentre ça dans Google Translate, ça nous dit flip le script. On trouvait ça trop comme proche là, de la version anglophone, trop peu francophone. Bref, pour l'instant, on appelle ça brisant les codes là, pour trouver un espèce de petit surnom là, qui ressemble à flip the script. Et donc, c'est conçu pour les étudiants qui fréquentent le collège ou l'université. Et ça s'insère dans une programmation intégrée en prévention de la violence sexuelle là, sur les campus. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois je clique, il y a comme un petit bruit. La flèche ne fonctionne pas tout le temps. Je vous en présente un aperçu brièvement ici de cette programmation intégrée-là dans laquelle BERA s'insère. Si ça vous intéresse, là, vous avez les références en bas, les noms des autrices et la date de publication de l'article. Elles ont republié depuis deux autres articles similaires qui proposent un modèle intégré similaire. J'aime bien mis à cause de ce tableau-là. Qui nous montre bien, là, dans le fond, le but en rouge en bas qui est de réduire les taux de violence sexuelle et les trois objectifs intermédiaires en haut en bleu qui est d'augmenter la conscientisation, les connaissances, de reconnaître les barrières auxquelles on fait face pour changer, dans le fond, pour implanter des changements. Et ensuite, une partie plus pratique ou comportementale là, de pratique de comportement, de nouveaux comportements. Et vous voyez, là, les cases en vert sont des programmes qui sont proposés ou suggérés spécifiquement pour les femmes, en orange pour les hommes et en jaune pour les témoins. Et donc, BERA s'insère évidemment dans les programmes offerts aux femmes qui sont dans cette programmation-là intégrée. Encore un peu de contexte pour revenir plus largement sur la science de la prévention. Là, on a 3 niveaux de prévention en général. La prévention primaire, qui est celle à la base de la pyramide en orange, qu'on appelle aussi la prévention universelle, qui est en général offerte à toute la population. Une prévention secondaire qu'on appelle aussi sélective ou qui va être spécifique et offerte à des groupes qu'on considère à risque, donc peu importe ce qu'on cherche à prévenir. Et une prévention tertiaire qu'on dit indiquée,
qui va être offerte au moment où ce qu'on cherche à prévenir est déjà survenu. Donc, dans notre cas, dans le cas de la violence sexuelle est déjà survenue et donc la prévention indiquée est offerte à ce moment-là à des personnes qui ont déjà commis ou subi de la violence sexuelle. Là, j'en mets des exemples, j'aurais dû vous les montrer au fur et à mesure que je présentais les niveaux, mais donc des exemples de prévention universelle, là, toute l'information qu'on distribue très largement à la population, des kiosques d'information, des affiches, des campagnes de sensibilisation comme Sans oui c'est non, ni viande ni objet. À certains égards, la formation de témoins actifs aussi est une prévention universelle. La prévention sélective, ben, des exemples, clairement, il y a BERA, qui est un programme de prévention sélective, mais de Men's Program aussi, par exemple. Et au niveau de la prévention indiquée, ben, clairement, il y a des interventions qui vont viser à améliorer les processus de signalement, le traitement des plaintes, l'accompagnement des victimes, etc. Si vous repensez à la programmation intégrée que je vous présentais juste avant, ce qui est recommandé, là, si vous retournez voir là, dans le petit carré blanc là, dont je ne vous ai pas parlé dans le bas de la diapo précédente, ce qui était recommandé, c'est qu'on commence à implanter sur les campus, quand on veut prévenir l'agression sexuelle, la violence sexuelle en général, qu'on commence par implanter des programmes qui sont sélectifs, donc spécifiques à des groupes à risque de subir ou de commettre la violence sexuelle, parce que c'est ceux qui sont théoriquement du moins, et bien, pas juste du moins, mais dans les données empiriques qu'on a, c'est ceux qui sont les plus efficaces ou les plus susceptibles d'être efficaces pour réduire les taux d'agression sexuelle, qui est notre but ultime. Et ensuite, d'implanter des programmes de prévention universelle à toute la population qui sont moins susceptibles d'avoir un effet, comme effet de réduire les taux de violence sexuelle subis sur les campus, mais qui sont quand même importants à considérer. Puis comme je vais vous parler aujourd'hui de prévenir l'agression sexuelle, je ne vous parlerai pas là, de prévention indiquée, bien que, évidemment, c'est important là, de faire aussi l'intervention à ce niveau-là. Donc, je vous mets ici les objectifs qu'on avait. Je reviens encore au contexte là, des différentes étapes d'implantation de BERA qu'on avait prévues dans notre demande de subvention, là, la subvention qu'on a obtenue des instituts de recherche en santé du Canada. Donc, on se posait plein de questions, comme vous voyez, et on avait un modèle comme de 4 étapes. Donc, on se posait des questions au niveau de la pré-implantation, est-ce que les milieux sont prêts? Au niveau de l'implantation, une fois que le programme est offert, est-ce qu'il est offert de manière fidèle? Quel est son dosage, sa qualité, l'appréciation des participantes et sa portée? Ensuite, au niveau de l'efficacité, une fois qu'on a terminé l'implantation, est-ce que ces effets sont similaires à ceux qu'on a vus dans l'étude de Charles-Hansen, par exemple, d'études contrôlées randomisées? Et est-ce qu'il est autant efficace pour toutes les participantes? Puis une fois qu'on a terminé ça aussi, on se pose la question de quelles seraient les conditions idéales ou nécessaires pour une dissémination du programme à d'autres institutions qui ne l'ont pas reçu encore. Donc, on planifiait à cette étape-là de développer un guide d'implantation si jamais d'autres campus ou des cégeps ou d'autres institutions voulaient implanter BERA, mais qui ne l'avaient pas fait dans le cadre de l'étude. Et là, vous voyez que c'est une roue qui continue. Là, donc, avec ce guide d'implantation, on recommencera à évaluer est-ce que mon milieu est prêt, par exemple, et une fois que j'implante, est-ce que je l'implante de manière fidèle, etc. Donc, c'est un processus qui se répète normalement dans le temps. Aujourd'hui, par contre, je ne vous parlerai pas de tout ça. Je vais vous parler vraiment de données qui proviennent des deux premières étapes. Encore là, c'est des données très préliminaires. Donc, pour la pré-implantation, j'en ai très peu. Je vais juste vous dire où on en est. Mais j'ai un petit peu plus de données sur des données qui proviennent de notre objectif d'évaluer la portée et aussi l'efficacité. La portée, ce que c'est est-ce que, une fois qu'on a implanté le programme, est-ce qu'il arrive à rejoindre les personnes qu'on voulait rejoindre? Donc, est-ce que, dans le fond, les participantes à BERA sont représentatives de la population cible ou pas? Et pour faire ça, on a constitué un groupe de comparaison qui est représentatif de la population à qui BERA va être offert éventuellement, à qui on pourra comparer celles qui vont le recevoir après. Donc, un peu de contexte encore est lié à cette première question-là de est-ce que les milieux sont prêts, puis quels sont les défis d'implantation. J'ai fait une petite ligne du temps, là, juste pour remettre en contexte, là, vous avez sûrement en tête, là, mais ça va nous rappeler. Donc, pour ceux et celles qui connaissent évidemment, j'imagine l'étude des SIMU qui a eu lieu en 2016, qui avait été menée par Manon Bergeron là, avec plusieurs co-chercheurs, co-chercheuses.
En 2016. Elle avait dans ce contexte-là, dans le contexte des SIMU, invité Charlène Sène, justement, qui a développé BERA, à présenter à Montréal, et notamment les données qui découlaient d'une étude qu'elle venait tout juste de publier en 2015 sur l'efficacité de BERA. À ce moment-là, il y avait eu donc une rencontre, là, il y avait plusieurs des co-chercheuses qui avaient contribué à SIMU, et il y avait aussi des intervenants des milieux d'intervention, des institutions, des bureaux d'intervention des milieux universitaires. Et il y avait eu un grand enthousiasme parce que les résultats de cette étude-là, qui ont été publiés en 2015, sont tellement impressionnants. Il y a une réduction tellement importante de l'agression sexuelle subie qu'il y avait eu un intérêt là, à partir de ce moment-là, de l'implanter au Québec. Mais pour implanter, bien, ça prend des fonds parce que notamment le programme existe seulement en anglais, donc il faut le traduire, etc. Si bien qu'on a fait une demande de subvention là, avec l'équipe que je vous ai présentée tout à l'heure. On en a obtenu une première qu'on appelle de transition. Donc, c'est un petit montant qui nous permet de faire une année, de débuter le projet, donc à l'automne 2017. Il y a la loi québécoise qui a été adoptée là, à la fin de l'année 2017, en décembre. Et l'année suivante, on a eu une deuxième subvention. Donc, quand la loi a été adoptée, il y a eu aussi une espèce d'espoir lié à ça qui nous disait que probablement ça allait être un contexte favorable pour implanter un projet comme BERA parce que ça allait obliger les institutions à mettre en place des mesures préventives. Et donc, la deuxième subvention obtenue à l'automne 2019, ce qui a 2018. Et tout de suite après, là, les politiques ont été adoptées dans les institutions au Québec et ont été mises en application à l'automne 2019. Donc, ça s'insère dans ce contexte. Nous, on a commencé donc avec la première subvention, le fin 2017, là, 2018, à débuter l'étude, à faire des rencontres de comités consultatifs, par exemple, pour déterminer quels seraient les défis à implanter, etc. Et au terme de toute cette première année 2018-là, même au début de 2019, il y a eu les 5 des 7 campus qui étaient originellement impliqués, donc qui sont les campus d'appartenance des co-chercheuses de l'étude, et les 6 campus qui avaient participé à SIMU. Qu'il y en avait 5 sur 7 qui n'étaient pas prêts ou intéressés à implanter au terme de cette première phase-là. On a fait toute une série de questionnaires auprès des intervenantes qui auraient été les formatrices qui auraient implanté, notamment pour voir le niveau de préparation à l'implantation. Ensuite, des entrevues auprès de ces mêmes intervenantes-là, mais des directions d'établissements et des associations étudiantes pour un peu mieux comprendre quel a été le processus qui a mené à la décision des 5 campus de ne pas implanter. Puis, quand les autres campus ont implanté, on va faire aussi les mêmes entrevues avec eux pour voir, dans le fond, quels sont aussi les obstacles qui surviennent en cours d'implantation, une fois que l'implantation se réalise. Et donc, on voit déjà poindre, là, vous imaginez des politiques, les mettre en application, il y avait des problèmes de ressources financières et de temps et d'énergie, mais également, il y a que la loi oblige à former tout le monde. Et donc, ça a tendance à orienter les institutions vers des interventions préventives d'intervention de prévention primaire. Donc, qui s'adressent à toute la population, qui sont universelles, et ce que n'est pas BERA. Donc, BERA est vraiment plus une intervention ciblée. Donc, ça a fait certains obstacles, d'une certaine manière, à son implantation, mais aussi des obstacles liés à BERA, du fait que, justement, c'est seulement pour les femmes et que c'est une petite portion de cette grande programmation intégrée-là. Et on pourrait revenir, là, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais revenir, mais on est vraiment en train, là, les entrevues qualitatives ont été transcrites, mais on ne les a pas analysées encore, donc c'est à venir au cours des prochaines années, cette analyse-là. Malgré tout, il y a la pandémie aussi qui est survenue, ce qui fait qu'on a dû retarder. La formation devait avoir lieu au départ en 2020, mais a été retardée en 2022. Mais malgré tout ça, malgré tous ces obstacles, il y a quand même 3 campus universitaires. Il y en a donc 2 des 7 qui se disaient prêts à implanter. Donc, il y aura des formatrices formées sur ces campus et des animatrices qui pourront l'offrir, donc théoriquement, là, si tout fonctionne bien,
dès l'automne 2022. Et un autre des 7 campus qui n'était pas prêt à implanter avec ses propres ressources, donc les intervenants du milieu ne seront pas formés, mais qui avait quand même débloqué des fonds pour faciliter l'implantation, et donc on pourra quand même implanter sur un autre des campus. Et il y a d'autres institutions qui sont intéressées aussi, là, qui vont peut-être se joindre en cours de route, mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que ces 3 campus vont implanter là, à partir de l'automne 2022. Maintenant, ça nous a amené ça, de constater ces obstacles-là, puis de voir qu'on n'était peut-être pas rendu aussi loin qu'on croyait dans l'implantation de ce type de mesures de prévention-là, à prendre un pas de recul, dans le fond, puis à se dire, OK, ben, qu'est-ce qu'il nous reste à comprendre, qu'est-ce qu'il nous restera à documenter avant, dans le fond, de pouvoir peut-être implanter un programme comme BERA, éventuellement. Donc, au-delà des programmes qui sont déjà efficaces, comme BERA ou The Men's Program, ou les programmes sur les témoins actifs, qui sont déjà efficaces, mais qui ne sont pas encore implantés. Et considérant ce qui est déjà offert sur nos campus universitaires, puis là, je vous réfère peut-être à deux rapports de recherche qui sont disponibles sur le site de la Chaire, celui par Geneviève Paquette, notamment qui traite, entre autres, des pratiques de prévention et d'intervention pour les universitaires là, issus des minorités sexuelles et de genre, et le rapport avec Martine Hébert sur les activités préventives là, dans les cégeps et les universités du Québec qu'on a publié en 2018. Là, vous avez beaucoup d'informations sur ce que les milieux nous disent offrir à chaque année, quels sont le genre d'activités qu'ils offrent. Mais donc, au-delà de ça, ce qu'on sait moins ou ce qu'on ne sait pas, c'est à quoi sont exposées les étudiantes dans les faits et quels sont les effets de ces programmes. Donc, c'est là-dessus qu'on a décidé de se pencher avec les données qu'on a disponibles là, dans le contexte d'évaluation de la portée de BERA, par exemple, avec le groupe de comparaison. Avant de vous parler de la méthode, là, un petit contexte théorique sur quelles sont les caractéristiques des programmes efficaces ou des messages efficaces. Premièrement, on sait que les programmes sont plus efficaces quand leur durée est plus longue et leur nombre de sessions est plus grand. Notamment, on l'observe quand les programmes voient leur efficacité augmenter lorsqu'ils augmentent le nombre de sessions. Ça a été le cas de BERA, donc c'était 9 heures au départ, maintenant c'est 12 heures. Et il y a eu une augmentation de son efficacité là, en augmentant le nombre, une session de plus avec 3 heures de plus. Il y a peu d'études qui ont porté sur le niveau d'exposition, disons, combiné de différents messages préventifs. Deux de ma collègue Sarah McMahon, qui est aux États-Unis. Donc, elle a trouvé que lorsqu'ils arrivent à l'université, les étudiants et les étudiantes qui ont eu plus d'exposition des messages préventifs avant ont de meilleures connaissances des ressources et un meilleur sentiment d'efficacité à chercher l'aide auprès de ces ressources-là ou d'autres en cas de besoin en lien avec la violence sexuelle. Et dans une autre étude, que les étudiants et les étudiantes rapportaient avoir davantage l'intention d'intervenir et disaient avoir émis davantage de comportements comme témoins actifs lorsqu'ils avaient été exposés à davantage de messages préventifs avant l'arrivée à l'université. Quand même, il y en a 2 études. Donc, vous voyez, il y a trop peu d'études. Toutes les chercheuses dans le domaine s'entendent pour dire qu'il y a trop peu d'études qui portent sur cet effet cumulé des différents messages et que ce serait une bonne idée, avant d'implanter des mesures préventives dans un milieu, de commencer par évaluer le niveau d'exposition des étudiants et des étudiantes afin d'adapter le message préventif à leurs besoins. Donc, ce qu'on est en train de faire là, en ce moment, mais très précisément pour les étudiantes de première année au premier cycle qui ont entre 17 et 24 ans parce que c'est le groupe cible à qui s'adresse le programme BERA. Donc, on veut évaluer d'abord leur niveau d'exposition au message préventif lorsqu'elles arrivent à l'université et pendant la première année universitaire. Et dans un deuxième temps, on veut déterminer si cette exposition est associée à moins d'agressions sexuelles subies, moins d'adhérence aux mythes, moins de blanc envers les victimes, un meilleur sentiment d'efficacité, d'autodéfense et moins d'intérêt envers un programme comme BERA. Donc, l'hypothèse étant que si elles sont déjà exposées à plein de messages préventifs, peut-être que c'est quelque chose qu'elles ne trouvent pas pertinent. Donc, on voulait voir s'il y avait un besoin quand même, malgré le niveau d'exposition. Pourquoi, là, peut-être je ne reviendrai pas en détail, là, mais il y a d'autres mesures qu'on a aussi, mais on n'a pas pu codifier assez rapidement. Je n'ai pas tous les scores totaux pour toutes les mesures. Donc, il y en a d'autres, mais donc celles-là puis les autres font partie, dans le fond, des objectifs spécifiques de BERA. Donc, c'est pour ça que, et parce qu'on sait que c'est associé à l'agression sexuelle subie par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je vous présente aujourd'hui.
Vous voyez ici, là, dans le fond, on a fait un recrutement d'un échantillon aléatoire, donc à travers les 7 campus, pour les différentes tranches d'âge. Il y avait 3 statuts accessibles. On aurait voulu être plus représentatif, avoir plus de critères de représentativité, mais c'était ce qui était disponible à travers tous les campus. Et donc, les 3 statuts accessibles étaient le fait d'être citoyenne canadienne, incluant les étudiantes autochtones, le fait d'être résidente permanente ou d'être une étudiante qui provient de l'international. Avec un petit peu plus de détails donc, sur ce que c'est l'échantillon aléatoire représentatif. Ce qu'on souhaitait, nous, ce qu'on avait besoin au premier temps de mesure, c'était d'avoir au moins 700 participantes. Et on pouvait les sélectionner aléatoirement à partir d'une population totale éligible de 36 266 étudiantes qui remplissaient nos critères d'âge, de statut et de niveau d'inscription à l'université. On a demandé aux universités de solliciter environ un peu plus de 8000 étudiants parce qu'on sait que les taux de réponse sont assez faibles à une sollicitation par courriel à participer à une étude comme ça. Et pour arriver à un échantillon final qui était, donc on aurait pu, il y en a plus qui étaient intéressés à participer, mais quand on est arrivé à 710, on avait bien rempli tous nos critères pour avoir un échantillon représentatif, alors on a cessé le recrutement à ce moment-là. Et représentatif, ce que ça veut dire, là, je l'ai illustré ici avec, vous voyez la distribution des différents statuts, les 3 différents statuts qui devraient être le même à travers tous les échantillons. Et on peut pondérer là, pour s'assurer que c'est exactement le même que la population éligible. Donc, on peut généraliser nos résultats à l'ensemble de la population là, quand on peut pondérer comme ça. Une autre petite précision sur le recrutement aussi, juste pour l'avoir en tête, puis on pourra en reparler à la fin si ça vous intéresse, mais donc on a eu 2 cohortes. Une cohorte qui a été inscrite pour la première fois en 2018, qui a commencé à remplir le questionnaire à l'hiver 2019. Une autre cohorte qui a été inscrite pour la première fois à l'automne 2019 et qui a commencé à remplir le questionnaire à l'automne 2019. Donc, vous voyez là, ici les différentes sessions, là, les flèches sont les différentes sessions. Et en bleu, en haut, les différents temps de mesure de la première cohorte, puis en bas, en vert, les différents temps de mesure de la deuxième cohorte. Puis j'ai indiqué aussi en rouge là, des événements marquants, donc la pandémie, le confinement, puis aussi la mise en application des politiques institutionnelles là, en matière de prévention de la violence sexuelle dans les campus québécois. Donc, vous voyez que ce n'est pas exactement pareil, là, mais vous pourriez avoir ça en tête en entendant les résultats. Encore là, je reviens sur la distribution. Là, vous avez la distribution des statuts comme tout à l'heure. Donc, la majorité sont citoyennes canadiennes, peu de résidentes permanentes, beaucoup d'étudiantes de l'international. Vous avez la répartition des groupes d'âge aussi, donc peu d'étudiantes de 17-18 ans. On voit surtout ça au campus de Moncton, qui est à l'extérieur du Québec, les étudiants qui sont plus jeunes. Et là, vous avez la distribution selon les campus, donc il y a une certaine représentativité là, pour ces 3 critères-là. J'ai mis des petites étoiles à campus et statut juste pour dire que le niveau d'exposition de messages préventifs avant l'arrivée à l'université varie selon le statut des campus. Et donc, c'est quelque chose que je contrôle dans les analyses après. Si jamais ça vous intéresse ou si je pourrais vous en parler davantage. Donc, les premiers résultats descriptifs, ça, c'est ce que j'ai présenté à l'ACFAS. Donc, si vous avez déjà vu la présentation de l'ACFAS, ça va être redondant. Je vais essayer d'y aller rapidement, mais juste quand même pour que les gens aient ça en tête si jamais il n'était pas là. Il y a 60% des étudiantes qui disent avoir été exposées à moins une source. Là, dans le bas, vous voyez les différentes sources. Je les ai aussi regroupées parce qu'il y en avait trop peu dans certaines catégories. Là, vous voyez apparaître au fur et à mesure là, les groupes avec leur pourcentage combiné. Et parce que je vais faire par la suite une analyse qui regroupe toutes les sources, mais ensuite les sources séparées, puis vous allez voir ce que je veux dire tout à l'heure. Je vais y revenir. Donc, voici les variables aussi, une description des variables que je vous disais qu'on allait regarder tout à l'heure si elles étaient associées au message préventif. Donc, les mythes, j'ai tout mis sur une moyenne. Je trouve que c'est plus facile à interpréter. Donc, en moyenne, les étudiantes nous rapportaient, il y avait un score de 1,3 sur 5 de mythes. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a 16% environ qui endossaient aucun mythe, donc qui adhéraient aucunement au mythe, donc qui étaient fortement en désaccord avec les 17 mythes proposés. Donc, c'est faible. On voit que l'adhérence au mythe est faible. Le blâme, la moyenne était de 1,5 sur 7. Encore là, c'est faible. Ça nous dit aussi qu'il y a 50% qui étaient fortement en désaccord avec les 6 formes de blâme proposées, présentées. Et donc, pour elles, il n'y a pas d'amélioration possible du blâme. Donc, elles n'entretiennent aucun blâme pour ces 50%-là, mais il y a un autre 50% qui entretient au moins un certain niveau de blâme
à certains égards. Le sentiment d'efficacité d'autodéfense, lui, était une moyenne de 4,8 sur 7, donc assez élevé. Et aucune n'était pas du tout confiante ou très confiante dans les 7 contextes qui étaient présentés là, où il y avait une nécessité d'autodéfense. Donc, la distribution était bien distribuée, contrairement aux 2 autres où il y a une distribution un petit peu plus biaisée. Les taux d'agression sexuelle aussi, l'instrument qu'on utilise, c'est le SES, le Sexual Experiences Survey, qui documente après l'âge de 18 ans jusqu'au temps 1, 5 formes. En fait, il y a 7 comportements sexuels et 5 stratégies que les agresseurs utilisent pour commettre l'agression. Et quand on croise tous ces indicateurs-là, ça nous donne 5 formes d'agression sexuelle différentes. Là, je m'excuse la traduction là, de rape et attempted rape, là, donc, mais pour bien les distinguer, 21% des étudiantes rapportent une agression sexuelle, un viol avant l'arrivée à l'université, 10% de tentatives, etc. Et l'intérêt envers Béra au temps 1, donc quand elles arrivent à l'université, qui est le moment où elles recevraient le programme normalement, était de 75%. Et c'était similaire à travers tous les campus. Analyse transversale maintenant pour le temps 1. Donc ça également, c'est ce que j'avais présenté à l'ACFA. C'est ce qui a un lien entre l'exposition antérieure au message préventif et l'ensemble des variantes dépendantes. Donc le seul résultat significatif qu'on obtenait était pour l'exposition totale et scolaire. Et donc, plus l'exposition totale et plus l'exposition scolaire était nombreuse, élevée, et plus les étudiantes rapportaient un grand sentiment d'efficacité d'autodéfense. Vous voyez les corrélations qui sont quand même faibles ici, c'est une petite association, mais seule l'exposition au programme éducatif et aux informations en milieu scolaire demeurait significativement associée au sentiment d'efficacité lorsqu'on contrôle pour le statut et le campus que je vous disais tout à l'heure que je devais contrôler pour ces analyses-là dans les régressions. Et donc, il n'y avait aucun lien entre les messages antérieurs et les mythes ou le blâme rapportés par les étudiants, ni avec l'agression sexuelle qui était rapportée entre 18 ans et le temps 1, ni envers l'intérêt, ni en lien avec leur intérêt envers Béra. Donc, peu importe leur niveau d'exposition antérieure, elles sont tout autant intéressées là, à un programme comme Béra. Et là, je vous disais à l'ACFA, si vous avez été présent, la limite de ça, notamment, c'était que tout est mesuré en même temps et rétrospectivement. C'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui survient en premier parfois, bien que les programmes scolaires, c'est clair qu'ils surviennent au primaire et que le sentiment d'efficacité est actuel, mais on ne savait pas, dans le fond, est-ce que ces étudiantes-là avaient peut-être déjà un sentiment d'efficacité d'autodéfense qui était élevé là, avant le primaire ou le secondaire. Donc, ça, c'était une limite. Donc, pour combler cette limite-là, on essaie d'avoir des données plus prospectives dans le temps. Notamment, donc, là, on regarde le lien entre les messages préventifs antérieurs et l'agression sexuelle qui est subie pendant la première année d'études. Et donc, aussi, pour vous donner le résultat, la prévalence, l'incidence de ça, j'ai mis toutes les 5 formes d'agression sexuelle ensemble que je venais de vous présenter tout à l'heure. C'était juste plus simple à montrer à l'écran, mais là, rappelez-vous qu'il y a différentes formes là-dedans. Mais 9% des étudiantes ont rapporté au moins une forme d'agression sexuelle au cours de la première année. Et si on extrapole sur l'ensemble des 36 000 et quelques, ça nous donne 3 356 étudiantes des 2 cohortes qui rapportent au moins une agression sexuelle au cours de la première année. Mais cette incidence-là de l'agression sexuelle n'est pas du tout associée à l'exposition totale antérieure. Donc, vous voyez, la corrélation n'est pas significative. Et même quand je le fais de manière dichotomique, quand je compare aucune agression sexuelle avec un groupe qui en a aucune avec un groupe qui en a une ou plus, on voit là, que les expositions antérieures 1,8 et 2 sont similaires. Le test n'est pas significatif, donc c'est similaire. Maintenant, on a voulu aller plus loin aussi. Donc, regardez, on avait certaines limites avec les messages préventifs antérieurs, notamment qu'on ne connaissait pas beaucoup le contenu. Vous voyez, si vous avez vu, c'était des sources et on ne connaissait pas la durée non plus. Et c'était bon, il fallait se rappeler assez loin dans le passé les messages auxquels on avait été exposés. Donc, on a voulu documenter en cours d'année quels étaient les messages auxquels les étudiantes étaient exposées. Donc là, il y a pour la deuxième cohorte, cette année-là correspond à la première année d'application des politiques institutionnelles, de mise en application des politiques institutionnelles, mais pour la première cohorte, c'est seulement 6 mois. Donc les premiers 6 mois, il n'y avait pas encore
il n'y avait pas encore, les politiques n'étaient pas encore mises en application, mais quand même, dans les rapports qu'on avait vus, là, que je vous ai dit qui sont disponibles sur le site de la Chaire tout à l'heure, on sait qu'il y a quand même déjà des activités préventives qui existent sur les campus, là, même avant l'application, la mise en application des politiques. Donc, on a documenté ce qui est survenu dans la première année pour chacune des cohortes. Il y a 35% qui nous rapportent avoir eu au moins une source d'information universitaire, 0,7 en moyenne. Là, ici, vous voyez la distribution de ces différentes sources-là. Donc, l'information en ligne, j'espère que c'est assez gros. Là, les caractères sont peut-être pas assez grands. Moi, j'ai un gros écran, je ne vois pas vraiment bien, mais donc la formation en ligne, ensuite les affiches sont les deux plus importants sources d'information. Et vous voyez dans les pastilles colorées les sessions au cours de la fréquence d'exposition à une source, à au moins une source selon les sessions. Donc A19, c'est l'automne 2019, H20, l'hiver 2020, etc. Donc vous voyez qu'il y en a peu à l'été, un petit peu plus là, pendant l'année. Maintenant, on leur a aussi demandé, un peu encore pour combler les lacunes de notre mesure d'exposition au message préventif antérieur, quels étaient les contenus. Là encore, bien évidemment, là, 35% rapportaient au moins une source et 35% au moins un contenu, mais 1,5 contenus en moyenne. Donc, on peut supposer que chaque source a plusieurs contenus qui sont abordés en même temps. Vous avez ici une distribution des différents types de contenus et vous voyez donc le consentement et les formes de violence sexuelle ou les définitions, de même que les ressources disponibles dans l'établissement sont les contenus les plus souvent abordés. On en a d'autres ensuite qui sont un peu moins fréquemment, les réactions privilégiées comme témoins, les conséquences des violences sexuelles, etc. Dans les pastilles, vous avez aussi, on leur a demandé approximativement, quand vous mettez toutes ces sources et ces contenus-là ensemble dans la dernière année, ça représente combien de temps votre exposition totale? Donc, 65% clairement rapportent 0 parce qu'il n'y avait aucune source ou contenu. 15% moins d'une heure, que l'ensemble des contenus était de moins d'une heure, et 17% entre 1 et 3 heures. Mais donc très peu, 1% pour les deux qui étaient de 3 heures ou plus ou 7 heures ou plus. Une autre question qu'on a posée aussi, on se demandait si les messages préventifs faisaient partie de la formation obligatoire en vigueur depuis l'adoption de la loi québécoise, pour le Québec du moins. Et on avait comme 4 choix de réponse. Là. Donc la majorité nous disait oui, donc ça c'est intéressant. On sait que ça faisait partie de la formation obligatoire, mais et donc, elle le savait aussi. Il y a un 7% qui nous disait que ça ne faisait pas partie de la formation obligatoire. Et il y avait 15% qui nous disaient qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une formation obligatoire sur leur campus ou qu'il n'y en avait pas du tout carrément. Bon, il y a un campus qui est hors Québec, mais quand on regarde vraiment la distribution sur chaque campus, c'est pas seulement là, hors Québec qu'on nous dit qu'on ne sait pas ou qu'il n'y a pas de formation obligatoire. Et ces réponses-là varient significativement selon les campus. Donc, il y a certains campus où il y avait vraiment plus petit pourcentage des messages préventifs que les étudiants nous rapportaient ne faisaient pas partie d'une formation obligatoire. Les analyses transversales au temps 4 maintenant. Donc, ce qu'on veut maintenant voir, c'est le résultat de ça. Donc, est-ce que les messages préventifs reçus en cours d'année sont associés avec l'agression sexuelle en cours d'année? Là, vous voyez encore la limite de cette analyse-là. Là, c'est tout mesuré en même temps. Mais quand même, là, on voulait voir s'il y avait... Et éventuellement, on pourra préciser cette analyse, là, mais là, des analyses vraiment très préliminaires aujourd'hui. Je vous rappelle le taux d'exposition annuel de 9%. Donc, les résultats vont tous dans le même sens. Là, il n'y a aucun lien entre soit les sources et contenus ou la durée de l'ensemble des sources et contenus et l'agression sexuelle subie en cours d'année. Quand les messages les messages sont de l'université. Et non plus, il n'y avait aucun lien. Et là, on est un petit peu plus prospectif. Donc, quelle est l'exposition en cours d'année et quelle est l'adhérence au mythe ou le blâme attribué aux victimes ou le sentiment d'efficacité d'autodéfense au terme de cette année-là, au temps 4. Donc, on a une meilleure division là, de séparation de ce qui survient en premier, puis ensuite. Et il n'y avait aucun lien là, non plus. Donc, il n'y avait pas moins de mythes ou moins de blâme ou un plus grand sentiment d'efficacité d'autodéfense au terme de cette exposition-là. Plus il y avait de messages préventifs, par exemple, ou de contenu ou de durée.
Maintenant, brièvement, j'avais comme hésité à présenter ça. Je pensais que j'aurais pas de temps, mais finalement, je me rends compte que je dois parler, je m'excuse, je dois parler vraiment plus vite que je pense parce que j'ai plein de temps encore, j'ai l'impression. Mais on a documenté les messages préventifs qui provenaient de l'université d'appartenance, des répondants, des étudiants qui ont répondu au questionnaire. Mais on leur a aussi demandé est-ce qu'ils avaient été exposés à des messages préventifs à l'extérieur de l'université durant cette première année-là. Et un petit peu plus nous ont dit au moins une source, donc 39 versus 35 tout à l'heure. La moyenne encore basse là, de 0,6. Là, vous voyez ici les sources. Donc, il y a en majorité, les sources d'information proviennent des réseaux sociaux et dans une moindre proportion, mais quand même assez importante, des médias. Puis, on avait vraiment précisé des films, des documentaires, là, qui était la source d'information. On voit assez peu, mais quand même un petit peu là, les CALAC, de la formation au travail ou au CAVAC et organismes communautaires. Mais bon, donc on sent en moindre proportion là, que les réseaux sociaux ou les films, qui sont, retenez-le peut-être, sont les sources les plus importantes. Vous voyez la distribution selon les sessions universitaires. Et c'est ça, on en voit plus là, ici durant l'été que ce qu'on voyait de la part de l'université. Maintenant, est-ce que ces messages-là étaient associés... Ah non, excusez, avant les contenus, j'allais vous dire tout de suite le résultat, mais les contenus, ça ressemble quand même assez à ce qui est offert en milieu universitaire en termes de fréquence, de distribution. Donc, le consentement et les formes de violence sexuelle sont encore les deux contenus les plus fréquents. Puis ça diminue là, par la suite. Et donc la durée ici, il y en avait beaucoup plus qui n'ont pas rapporté la durée là, dans le fond. Mais c'est quand même assez similaire. Là, les plus fréquentes durées sont de moins d'1 heure ou entre 1 heure et 3 heures. Quoique de 3 à 7 et 7 et plus, là, vous voyez que les pourcentages sont plus élevés. Tout à l'heure, on avait 1%. Et là, ici, là, on a 3 fois plus là, d'étudiantes qui rapportent des durées plus longues de 3 à 7 ou 7 heures et plus, là, ce qui est vraiment intéressant en termes d'efficacité. Là, on le sait, là, plus les programmes sont de longue durée, plus ils sont efficaces. Donc, ce ne sera peut-être pas étonnant. Ici, on a quelques liens intéressants qui ressortent. Le premier, c'est en lien avec l'agression sexuelle en cours d'année. Je vous disais que ça, c'est comme pas clair, qu'est-ce qui survient en premier encore. On pourrait faire de nouvelles analyses pour le vérifier. Mais donc, parmi les étudiantes qui rapportent l'agression sexuelle, on voit que les contenus qu'il y a comme une corrélation positive. Donc, plus il y a de contenu rapporté dans la dernière année, plus il y a un grand nombre d'agressions sexuelles rapportées en cours d'année aussi. Puis quand je le sépare en groupes, en 2 groupes, excusez, ça n'apparaît pas. Ah oui. Donc, quand il n'y a aucune agression sexuelle, il y a un contenu qui est rapporté dans l'année, dans la même année où l'agression sexuelle est survenue, alors que s'il y en a une, il y a 1,6 contenu qui est rapporté. C'est un peu contre-intuitif là, parce que dans notre hypothèse à nous, c'est plus on est exposé, moins on subit d'agression sexuelle. Mais comme là, les deux surviennent en même temps, mon hypothèse serait plutôt que... et là, il faudra aller la voir. Là, on pourra aller découper un peu plus dans le temps là, parce qu'on a des dates de survenue d'agression sexuelle puis on a des sessions d'exposition. On pourra aller voir aussi est-ce qu'il y a des sources plus spécifiques, ce que je n'ai pas regardé avant. Mais mon hypothèse étant plus que ce sont les étudiantes qui ont subi de l'agression sexuelle durant l'année qui sont ensuite allés chercher des ressources ou de l'aide ou qui ont été par la suite exposés à plus de contenu que l'inverse. Je n'aurais pas tendance à dire que les contenus ont été associés par la suite à plus d'agression sexuelle. Mais là encore, c'est une limite importante là, de cette analyse-là. Maintenant, on peut regarder est-ce que l'exposition aux messages préventifs en cours d'année, donc les messages en cours d'année, je ne l'ai pas écrit, j'aurais dû l'écrire, mais avec les messages préventifs qui sont de sources non universitaires, ah oui, je l'écris tout de suite après, sont associés donc au métaux blancs, au sentiment d'efficacité, au temps 4, au terme de cette année-là. Donc là, il n'y a pas de chevauchement entre les deux, comme c'est le cas avec l'agression sexuelle. Et là, il y a une corrélation significative entre les contenus totaux. Donc, plus il y a de contenus qui sont rapportés par les étudiantes et
durant l'année 1 et moins grands sont les mythes qui sont endossés ou auxquels elles adhèrent à la fin au temps 4. Et ce lien-là demeure significatif même après ça quand je refais une autre analyse pour contrôler pour les mythes auxquels elles adhéraient déjà au temps 1, parce que c'est important de contrôler pour ce qui était déjà présent avant, et les messages préventifs aussi qui étaient antérieurs au temps 1. Donc ce lien-là, c'est une corrélation de moins 16, là, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même important et significatif. Donc ça demeure quand même une fois qu'on contrôle pour les mythes déjà endossés et les messages préventifs antérieurs. Si on veut résumer tout ça, je vous ai montré beaucoup de choses et beaucoup de résultats en petits graphiques. Donc, les messages antérieurs, il y en a quand même 60% qui en rapportent au moins un à l'arrivée à l'université. C'est associé à plus d'efficacité d'autodéfense lorsqu'elles arrivent à l'université, mais c'est un petit effet qui est peu robuste. Et c'est surtout les programmes éducatifs scolaires combinés ensemble, donc le primaire, au primaire, au secondaire, au cégep, qui démontrent cette association-là. Et il n'y avait aucun lien, donc on n'a pas trouvé que les messages préventifs étaient associés à moins de mythes, moins de blâme, plus de sentiments d'efficacité. J'aurais dû l'enlever, lui, je suis désolée. C'est pas le sentiment d'efficacité, c'est l'agression sexuelle qui devrait apparaître ici. Ou moins d'intérêt envers Béra. Je vais le corriger avant de... Je ne sais pas si la présentation va être mise à disposition, mais j'ai corrigé ça, cette erreur. Dans un deuxième temps, les messages préventifs auxquels sont exposés les étudiantes la première année de la part de l'université, qu'elles reçoivent de l'université, il y en a 35% qui nous rapportent au moins un message. Donc, aucun lien pour l'instant après une année avec les variables, l'ensemble des variables qu'on a considérées dans l'étude. Par contre, les messages qui sont reçus au cours de l'année en dehors de l'université, il y en a un petit peu plus, là, 39% qui nous disent en avoir reçu. On se souvient que les sources sont surtout les réseaux sociaux et les médias comme des films, des documentaires. Et ça, c'est associé quand même de manière concomitante avec l'agression sexuelle la première année, mais de manière dans le sens contraire de ce qu'on souhaiterait. Mais dans le sens de ce qu'on souhaiterait, avec les liens et limites au temps 4, donc au terme de cette première année. Quelles conclusions on peut tirer de ça? Premièrement, les besoins en prévention sont importants et variés la première année universitaire, clairement. Donc, dès qu'on arrive en cours d'année, on voit qu'il y a quand même, un faible pourcentage qui rapporte être exposé en cours d'année et un certain nombre, 40%, qui disent n'avoir pas été exposés non plus avant d'arriver à l'université. Donc, somme toute, peu exposés à des messages préventifs au cours de la première année, surtout si on considère les formes ou les sources des messages préventifs qui sont parfois donc, sont moins structurés ou moins dont on ne connaît pas la qualité, dans le fond, comme les réseaux sociaux. Donc, on ne sait pas à quoi ils étaient exposés. On constate qu'il y a peu ou pas d'effets de cette exposition qui sont détectés pour l'instant, en particulier pour les messages préventifs avant l'arrivée à l'université puis ceux de la part de l'université, mais quand même peu d'effets des messages à l'extérieur de l'université, il y en avait seulement qu'un. L'intérêt envers Béra est grand à l'arrivée à l'université, donc 75%, et peu importe l'exposition antérieure, donc ça semble être considéré comme pertinent du moins pour les étudiantes. Les forces et les limites de l'étude, maintenant, il y a quelques forces. Là, le fait que ce soit un échantillon qui est représentatif de plus de 36 000 étudiantes de 7 campus francophones au Canada. Le fait qu'on a utilisé des mesures de messages cumulés de différentes sources et de différents contenus. Donc, c'est une recommandation vraiment des chercheuses dans le domaine de la prévention de la violence sexuelle de commencer à s'intéresser à la diversité des messages et à leurs effets cumulés. On a plusieurs mesures des effets potentiels, aussi incluant l'agression sexuelle, ce qui n'est généralement pas fait là, dans les études, même de l'efficacité des programmes, comme les témoins actifs, là, qui n'étudient pas si ça a comme effet de diminuer l'agression sexuelle dans la plupart des cas. On a utilisé des mesures qui sont transversales, ça en partie une limite, mais certaines qui sont prospectives aussi. Donc, on a pu essayer d'expliquer dans le temps et de contrôler pour ce qui était présent déjà avant, notamment avec les mythes que je viens de vous présenter.
Il y a quand même plusieurs limites, mais notamment, pour nous, c'est pas une limite dans notre programme, dans notre projet plus large, que ce soit fait auprès des étudiants de première année seulement entre 17 et 24 ans parce que c'est notre clientèle cible pour le programme BERA, mais c'est une limite en termes des connaissances, dans le fond, pour les institutions qui veulent savoir, aussi pour les autres étudiants des autres années, par exemple, ou des autres cycles d'études pour les étudiants, ou même pour l'ensemble de leur personnel employé. Il y a certains effets planchers pour le mythe et le blanc, là, dont je vous parlais, donc en 16 ou 50% n'endossent aucun, donc on 0, on le score minimum là, sur l'échelle. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut les faire s'améliorer, dans le fond, sur cette échelle-là. Bien que dans l'étude antérieure de Charlène Sen sur l'efficacité de BERA, elles ont démontré quand même une sensibilité. Donc, il y a eu une amélioration sur ces deux mesures-là quand même suite à la participation à BERA. Donc, malgré leurs effets planchers, ils ont une certaine sensibilité malgré tout. L'autre limite, c'est que clairement, là, j'en ai parlé, déjà, les données transversales ne permettent pas de distinguer ce qui survient en premier, donc c'est un problème important avec, en particulier, le résultat qui nous dit qu'il y a plus d'agressions sexuelles quand il y a plus de contenu dans la première année. Bon, à mon avis, on pourrait plus conclure là, que les messages sont survenus après l'agression, mais il reste à aller le voir dans les données. Il y a comme une amélioration qu'on a suivie dans le temps sur une année, mais ça reste quand même une courte période de temps, donc une autre des limites. Et pour l'instant, les analyses que je vous ai présentées, c'est une analyse globale, donc de toutes les sources ou tous les contenus et de la durée totale là, ensemble, donc sans lien entre le contenu ou la source et l'effet qu'on veut mesurer. Là, mais donc, ce serait des analyses. Oups. J'avais mal fait mon animation, mais c'est des analyses, je les ai mis en rouge juste pour dire que ces 3 dernières limites-là sont des limites auxquelles on pourrait pallier avec les données qu'on a, donc avec des analyses supplémentaires, d'aller un peu plus précisément. On pourrait, si les données nous le permettent, donc s'il y a trop peu de sources ou de contenu, parfois on ne peut pas faire des analyses très, très complexes, on est obligé de les regrouper, mais certainement qu'on peut tenter là, de pousser plus loin nos analyses pour pallier ces limites-là. Donc, ça fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui là-dessus. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, puis ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous, de répondre à vos questions sur le sujet.